BELS, nous sommes toutes BELS, bien-être, les loisirs et la santé. Bonjour. Alors, nous avons aujourd'hui une émission, nous allons parler de différentes choses. Nous allons avoir, par exemple, dans ce bien-être, l'occasion de parler d'équitation. J'ai eu la chance la dernière fois d'être invité. J'ai pu aller voir une randonnée. C'était très bien. J'ai pu aussi, à d'autres occasions, d'aller du côté de la Cité des Arts. Et nous allons pouvoir parler de danse. Et bien évidemment, avec nos chroniqueuses habituelles, nous pourrons tous échanger, communiquer là-dessus. Parlons d'équitation au tout départ. Bonsoir, monsieur Françoise. Bonjour. Alors, nous accueillons donc monsieur Jean-Yves Françoise. Il est un peu intimidé, là. Oui, donc c'est la première fois. Donc, ouais. Alors, on ne mord pas ici, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Nous avons aussi un autre invité, Floby. Bonjour. Floby qui est danseur. Oui, c'est ça. D'accord. Nous avons aussi nos chroniqueuses que vous connaissez déjà maintenant. Hein. Elles sont habituelles dans l'émission. À ma droite, nous avons Madame Cuche, Christelle, Bonjour. psychologue. Oui. Et à ma gauche, nous avons Emeline Lode, enseignante en activité physique adaptée. Bonjour. Voilà. Pour pouvoir justement échanger sur toutes les thématiques, nous avons donc une première qui nous inquiète souvent, le mal de dos, le mal des articulations. On a parfois un peu mal dans notre corps. Et justement, ce soir, on va pouvoir parler de façon transversale à travers la danse, à travers l'équitation, à travers peut-être des gyms douces. Et nous allons commencer d'abord par interroger Madame Lode. Est-ce que vous avez mal au dos, vous ? Oui. J'ai souvent mal au dos. Alors, ça vous vient de la gym Tao d'avoir le mal au dos ou d'autres pratiques d'avant ? Non, pas du tout. Des pratiques d'avant, j'ai pratiqué 3 ans de rugby. Donc, c'est des vieilles séquelles, on va dire. Mais justement, la gym Tao m'aide beaucoup à réparer ce mal de dos, on va dire. Ça vous soulage beaucoup ? Oui, en effet. Alors, monsieur Françoise, vous, le mal de dos, vous connaissez pas ? Si, comme tout le monde. Hein, donc, des fois, ça arrive. Mais quand je monte à cheval, ça passe. Ça permet justement, donc, à cheval, quand on est droit, et là, c'est le dos, il souffre moins. Et souvent, le dos, c'est souvent quand le soir, quand on dort, c'est là qu'on... Vous sentez quand même, Ouais. mais ça muscle le dos. Ça muscle le dos et c'est très important. En tout cas, si on ne peut pas aller nager pour son dos, on peut aller faire l'équitation. On fait l'équitation. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on fait l'équitation, la première chose qu'on a, c'est qu'on a toujours mal au dos. Parce qu'on se tient mal. Et c'est là qu'on dit toujours au cavalier de se redresser, de se mettre droit. C'est toujours par répétition et après ça passe. Floby. Alors, les danseurs, ils se contorsionnent de telle façon spectaculaire, mais aussi contraignante pour la colonne vertébrale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, le dos ? Alors, moi, j'ai pas forcément des douleurs au dos, mais je sais que je suis pas du tout souple du dos. J'ai plus des douleurs articulaires ailleurs, dans le coude, le poignet, etc. Mais moi, je sollicite pas trop mon dos, donc j'ai pas trop de douleurs au dos, on va dire. À cause de mon manque de souplesse, je pense. Mais oui, on sollicite énormément le dos dans la danse, parce que c'est notre pilier, c'est notre point central d'équilibre, on va dire, et c'est ce qui fait qu'on va tenir debout ou dans une position en contorsion ou autre. Et justement, lorsqu'on parle de mal au dos, il y a des expressions qui me viennent spontanément à l'esprit. J'en ai plein le dos. Voilà, Madame Cuche. Oui, j'allais le dire. Là, vous m'avez pris ma réplique. Effectivement, le dos fait partie des parties du corps qui va exprimer le mal-être. J'en ai plein le dos. Moi, je le vois beaucoup chez mes patients. Mal de dos, déjà, on va aller chercher qu'est-ce qui génère du stress et qu'est-ce qui fait que ça ne va pas. Quand vous voyez un patient arriver voûté, est-ce que automatiquement la question serait est-ce qu'il est voûté parce qu'il a un problème de colonne vertébrale, est-ce qu'il a une hyperlordose, ou bien est-ce que vous vous posez la question il est voûté et en repartant mieux, est-ce qu'il va se redresser par exemple ? Ça m'est arrivé de voir en consultation des personnes à qui j'ai fait remarquer leur posture, la manière dont ils étaient assis dans le fauteuil, et d'avoir un retour sur la séance suivante où la personne me dit « c'est incroyable ce que ça a changé dans ma vie ». Donc le simple fait d'avoir fait remarquer à quelqu'un qu'il n'a pas forcément la bonne posture quand il est assis va déjà permettre d'éliminer des tensions. En tout cas, à titre personnel, pratiquant de combat, j'ai pu avoir différents traumatismes
dans ma carrière de pratiquant. Et j'avais spontanément les épaules voûtées. Et c'était grâce à un monsieur que j'ai rencontré il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, Guy Mancier de la Gym Tao, qui m'a dit tiens, tu vas faire ça, ça, ça. Et effectivement, ça m'a ouvert la cage thoracique. L'idée était simple pour quelqu'un de voûté. Il m'a dit tu dors allongé pendant 15 secondes, 20 secondes, enfin dormir, m'allonger plutôt, 15 secondes, 20 secondes, puis tu vas augmenter 1 minute, 2 ou 3, avec une serviette, un drap de bain roulé au centre de la colonne vertébrale. Le poids des épaules va les ouvrir. Et si je vous partage ça, c'est parce que effectivement, ça m'a soulagé énormément. Je n'ai plus mal au dos et c'était un exercice de bon sens. Peut-être qu'un kiné m'aurait donné la même piste de réparation. En tout cas, pour parler de cette Gym Tao, nous n'avons pas aujourd'hui l'intention d'en parler, mais nous avons aussi un petit reportage. Emeline Lode. Oui, alors j'ai la chance d'être en stage dans le lycée de l'Horizon, avec qui j'ai eu l'occasion de faire une petite séance de Gym Tao. Gym Tao, par qui j'ai été formée par Chantal Verquinte, que je salue aujourd'hui, en stage, en formation en STAPS. Elle nous a appris les bases de la Gym Tao que j'ai pu apprendre par la suite à mes élèves. Ah ben écoutez, regardons le reportage et je demanderai à Chantal de nous faire un retour si ça reste fidèle à la qualité qu'elle a pu donner. Et on souffle, on vient contracter les abdos. Encore une fois. Et on souffle. Ok. Comment ton corps fonctionne? Donc on inspire, il faut que le ventre se gonfle et la cage elle monte. Et quand tu expires, tu viens tout relâcher. Et on souffle. On inspire. N'oubliez pas de bien revenir au milieu. Alors la main d'en haut aussi elle doit monter. Voilà, c'est ça. Allez, encore une fois, on inspire. Et on souffle. Ok, on relâche un peu les bras. On va le refaire. Faire fléchir, hop, les genoux. Les pouces vont aller à l'extérieur. Voilà. Donc là pareil, on va se baser sur la respiration. Ok. Donc on va descendre, on va aller vers la droite. On inspire. On fait un petit tour et on expire. Ok, dans l'autre sens, on inspire. On ferme et on repousse. J'ai l'amplitude. Donc c'est là où vous pouvez aller au maximum sans aller jusqu'à la douleur. Ok. Donc on va essayer de garder les épaules droites et de bouger uniquement le bassin. Allez, on inspire. Et quand tu vas vers l'avant, tu vas pousser un petit peu. Et quand tu vas aller vers l'arrière, tu relâches. Ok, on fait encore 2 respirations. On inspire. On vient fermer, on expire. C'est ça. Si vous voyez que vous avez assez de souffle, moitié on inspire et tour entier on expire. Allez, relâchez un petit peu, Benjamin lâche un peu les épaules. Donc là on doit être vraiment détendu. Toujours les pieds ancrés dans le sol. C'est ça. Allez, on inspire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Pareil, on touche l'oreille de l'autre côté sans relever l'épaule. On revient devant. Donc pareil sur la respiration. On inspire. Quand on est à l'arrière, on inspire parce qu'on ouvre la cage. Et quand on ferme donc la cage thoracique, c'est quand on baisse la tête, on expire. Sur la respiration. Toujours, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et allez pas chercher la douleur, mais essayez de prendre le plus d'amplitude possible. On expire, on descend. On inspire. Et on pose. Allez, encore. Toujours sur la pointe des pieds, depuis le début jusqu'à la fin, avant de reposer. Allez. Donc on sera sur le même principe de descente avec la pointe levée. Donc, le genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds. Donc si vous voyez que vous pouvez aller plus bas,
ramener vers l'avant, on va le basculer. Donc dans un premier temps, sur une inspiration, on va venir lever une première jambe, on souffle, on inspire, on lève la deuxième jambe. Décoller les épaules, hop, juste décoller les épaules. On va venir, hop, lever la tête. On va pas chercher les genoux, on va chercher le ciel. Inspiration, souffle, inspiration, on ramène, hop. Et là, il va venir décoller les épaules. On va venir chercher la tête va chercher plus haut. Allez, on inspire, on lève un genou. On expire, on inspire, on lève le deuxième. On expire, on inspire, on lève les épaules. Et on respire. Comment ça a été? Eh bien, très bien. Donc, tout en douceur, mais bien sûrement. Donc là, on va inspirer, on va expirer. Pas de contre-indication avec vous qui attendez un bébé? Non, en tout cas, l'éducatrice est là pour pouvoir justement mener les exercices à bien sans se faire du temps. On expire. On baisse la tête. Ok, allez, on inspire. Je veux qu'à l'expiration, vos mains essayent de se rapprocher de vos pieds sans forcer. On inspire. On expire. Donc, bien dans son corps, c'est pas seulement bien manger alors? Non, pas du tout. Il faut aussi bien bouger et effectivement de manière complètement adaptée en fonction de tous les états de chaque période de la vie. Bien manger et s'adapter en fonction de tous les états des différentes périodes de la vie. Ça a été le mot de notre conclusion de ce reportage avec Oumi Mogne Hamza, notre chroniqueuse habituelle, qui a profité de l'occasion pour venir faire la Gym Tao avec Emeline. Emeline, cette séance-là dont tu disais tout à l'heure, c'était pour les élèves du lycée de l'Horizon. Alors, racontez-nous un peu, est-ce qu'ils s'adaptent, est-ce qu'ils aiment bien, est-ce qu'ils participent? Alors, j'ai eu l'occasion de faire une séance précédente donc, en activité. Donc, j'ai eu un seul participant et j'ai eu donc 3 pour la séance d'après. Donc, 4 avec Oumi. 4 avec Oumi. Donc 4 fois plus. Voilà, c'est ça. Donc, que demander de plus des participants? Donc, ils sont très présents et ils sont très appliqués. Donc, c'est très important pour eux de venir aux séances et de participer. Et c'est surtout qu'ils sont très volontaires. Donc, ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de public. Votre tuteur de stage m'a même dit que vous aviez fait une séance avec ses élèves. Oui. Alors là, c'est plus le même public, c'est un public désigné quand vous êtes avec un cours de PS. C'est ça. Alors, donc j'ai la chance, dans le lycée dans lequel je suis, d'intervenir sur les séances de PS. Donc à ce moment-là, je ne touche pas uniquement mon public d'activité physique adaptée, mais également donc, les lycéens donc, qui sont là tout le temps. Donc à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est être présente donc, sur le terrain et pouvoir conseiller petit à petit chaque élève individuellement. Alors, Monsieur Françoise, cette gym du dos, vous disiez que parfois vous avez mal au dos, malgré une musculation parfaite du dos. Oui. Peut-être parce que vous êtes musclé à l'arrière du dos par l'équitation. Est-ce qu'il y a des exercices là qui vous parlent? C'est vrai que là, au niveau de la souplesse, je pense que c'est quelque chose qui peut soulager au niveau du dos. Vous allez essayer les exercices et vous me direz? Je vais essayer. C'est vrai que pareil à cheval, c'est comme ça ressemble un peu, parce que quand on est à cheval, si on n'est pas tendu, on est souple. La cadence du cheval fait aussi ce geste, et c'est pour ça que je pense que le dos ne doit pas trop souffrir. On va combiner tout ça. On va proposer à Mme Chantal Verquinte, qui est la présidente de l'association régionale de Gym Tao, de venir faire un stage chez vous, et peut-être que les gens pourront combiner les deux, faire l'équitation le matin, la Gym Tao l'après-midi. Pourquoi pas? Inversement. Oui, tout à fait. On leur proposera. Avec plaisir. Alors, Floby, vous, la Gym Tao, vous n'en faites pas spécifiquement, mais le dos, il y a des exercices qui ressemblent à ce que vous faites, c'est différent? Oui, il y a des exercices que j'ai vus là dans le reportage qui, moi personnellement, qui m'ont rappelé des exercices que je faisais dans le cadre du workout, du street workout, donc qui est de la gym outdoor, on va dire, hein, en extérieur. Et mais là, moi, ce que j'ai pu remarquer à travers la Gym Tao, moi, je connaissais pas du tout. Donc, je connaissais de nom, mais pas de visu. J'avais l'impression que c'était vraiment
le travail en profondeur et dans le ressenti autant articulaire que musculaire. Quand on voit par exemple faire des abdos, monter tout doucement les jambes, donc on ressent vraiment les abdos se contracter, les abdos du bas, et ensuite de fait de remonter les épaules. Ah, vous sentiez à la place des jambes. Ouais, je faisais l'exercice. Hein. Je faisais les exercices quand même sur mon tabouret au cas où pour voir si je sentais bien. Donc, non, C'est moi bien. j'ai vraiment remarqué dans le reportage que c'était vraiment quelque chose de très profond. Et forcément, si c'est profond, ça a forcément un effet bénéfique. Justement, on va demander à Émilie Lotte de commenter les remarques, les ressentis de Floby. Bah déjà, merci d'avoir ressenti la séance, hein, ça prouve que c'est quand même assez bien expliqué. Mais oui, en effet, la Gym Tao, c'est vraiment le... Alors on va pas être dans la recherche de performance, on va être vraiment sur... Comme j'ai pu le dire hein, très souvent dans le reportage, ça va être vraiment la respiration qui va guider le mouvement. Et souvent, ce que les participants ne comprennent pas, c'est que ça va être vraiment du renforcement profond. Donc à ce moment-là, ils vont se dire « Mais madame, ça va pas travailler, on va pas être fatigué. » Et au final, quand ils ressortent, ils sont tout transpirants et puis ils se disent « Ah bah finalement, si. » Donc voilà, ça va être vraiment la respiration qui va guider le mouvement et qui va chercher la profondeur du muscle. Avec la bonne posture. Avec la bonne posture. Ces différentes pratiques de gym douce, que ce soit ici la Gym Tao, hein, on a eu cet exemple, mais il y a d'autres pratiques possibles, bien sûr. Il y en a qui vont faire du tai chi, par exemple, d'autres vont faire, je ne sais pas, du stretching ou bien d'autres disciplines. Madame Cuche, d'un point de vue bien-être, est-ce que c'est des pratiques que vous recommandez à vos patients ? Alors, c'est des pratiques que je peux effectivement proposer. Et moi, mon point de vue, c'est que la personne doit toujours trouver ce qui lui convient. Et parfois, des personnes n'ont jamais entendu parler de la Gym Tao. Et là, ils se disent « Ah, tiens, ça me parle parce que par exemple, partir courir ou faire une activité physique intense, ça leur convient pas. Alors que la Gym Tao, on a quand même quelque chose qui est tout en douceur et qui peut justement, et je pense que voilà, fonction du public, l'important c'est vraiment de trouver ce qui nous convient. Pour certains, c'est l'équitation, pour d'autres, c'est la danse. Donc le mieux, en fait, c'est de se connaître, de savoir ce qu'on a envie. L'important, c'est de bouger, en fait, en fonction de ce qui nous convient. Et tant qu'on n'a pas trouvé, d'essayer, parce que j'ai envie de dire, peut-être que même dans ces gyms douces, il y a une telle panoplie que certains ne vont pas du tout accrocher au tai chi, qui pourtant aussi travaille beaucoup sur la respiration, sur la douceur. Ils vont pouvoir peut-être accrocher sur un cours de Gym Tao ou bien d'une autre discipline. Du yoga aussi. Voilà, du yoga ou autre. Et moi, j'ai pu avoir l'occasion d'entendre des gens me dire « J'ai essayé le yoga, ça m'a beaucoup plu, mais j'ai trouvé autre chose qui me plaît plus. Oui. » Et inversement, l'autre personne qui venait, cette discipline qui était le plus pour l'ancien yoga, a trouvé matière dans ses besoins dans le yoga. Donc il faut pouvoir les avoir testés jusqu'à trouver celle qui nous convient. Souvent, on fait le choix, je crois, premièrement, par l'opportunité, c'est-à-dire qu'une discipline qui est pas loin de chez nous, on a l'occasion d'y aller, notre emploi du temps nous le permet, et dans ces différents possibles, on finit par trouver ce qui nous vient le mieux en correspondance. Mais surtout, ne désespérez pas pour ceux qui n'ont jamais trouvé. Allez chercher, allez essayer. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous trouverez ce qu'il vous faut pour votre santé. Nous allons continuer maintenant sur une occasion justement de travailler son dos. Et nous allons parler d'équitation, encore une fois, mais d'une perspective différente. La dernière fois, monsieur Françoise William m'a proposé de venir voir les randonnées. Il m'a dit, voilà, nous ne faisons pas que des cours en carrière. Et j'ai été invité, je suis allé voir. Malheureusement, je suis un petit peu arrivé en retard et je n'ai vu que l'arrivée. Monsieur François, c'était une randonnée qui était partie de où ? C'est une randonnée qui est partie de Grand'Anse. Non, moi je n'étais pas venu à celle-là, j'étais venu à celle qui venait des 3 jours. Des 3 jours, donc, oui, on était parti de Saint-Philippe, enfin plus vers... on est monté à la Crête. À la Crête, dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Dans les Hauts-de-Saint-Joseph, donc la Crête, et puis après on est parti dans la rivière des Remparts, vers Dimitile, de Saint-Joseph. Il faut bien expliquer, parce que c'est bon, on se trompe de Dimitile. Et l'arrivée s'est fait aux écuries, donc le 3e jour. En tout cas, moi j'étais à l'arrivée,
Mais c'est vrai qu'il faudrait toute une logistique pour pouvoir les suivre en voiture et tout aux différents endroits. J'en ai ramené des images qui vont certainement vous donner envie. On est parti de Vassando. Ensuite, on est allé à la Crète. Ensuite, on est allé dans la rivière des Remparts. Et on est de retour aujourd'hui à Petite-Île. Tout ça à cheval. On est léger, on est plus léger. On a mal aux fesses et on est content. C'était super? Ouais, c'était trop bien. Oui, je fais de l'équitation souvent, en vacances. Je fais des stages d'une semaine à peu près. Des fois, je dors là-bas, des fois non. Ah bah c'est énorme, hein. Ça fatigue bien, mais avec une organisation aussi top que l'écurie du relais de Jean-Yves, eh ben, on a passé 3 jours tous ensemble avec des super chevaux qui sont heureux de cavaler, etc. Et puis des caries, tuerie. Une tuerie. Je faisais la logistique, tout ce qui est déplacement de tente et les repas surtout. Les repas, quand on arrive sur le lieu, on commence à préparer le bois, s'il y a de l'eau, tant mieux, mais s'il n'y a pas de l'eau, on fait avec. Voilà, ils sont au top ces chevaux. Monsieur Françoise, c'est vous le capitaine de cette équipe? C'est ça. Celui-là, c'est un quarter horse. Celui là-bas, c'est un croisé Mérins anglo-arabe. Et les autres? Là, c'est un cheval de selle. Donc c'est croisé donc arabe avec un cheval de selle. Quand on dit cheval de selle, c'est les chevaux qui sont déjà croisés avant. On peut monter petits et grands, débutants, cavaliers. Donc il n'y a pas de problème. Les chevaux sont dressés pour ça. Quelle tenue on chante? En pantalon, basket. Puis c'est bon. On profite des chevaux, on profite d'un environnement magnifique, le domaine du relais, et pas que ça. Si j'ai compris les gourmands, ils se sont aussi régalés. Oui. Qui est plus gourmand, le cheval ou toi? Ça dépend, sucré ou pas? Je sais pas. Sucré, c'est toi? Sucré, c'est moi, l'herbe, c'est le cheval. Hein. À sa gauche, tout à fait ou non? Voilà. Super. Ça passe partout vraiment? Ça passe partout. « 18 km là. Et ce matin? Ce matin, on a fait aux alentours des 9-10 km. Voilà. 80 km sur 3 jours. Et donc là, vous ressanglez, vous descenglez, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est important. Donc, quand on arrive en fin de rando, comme ça, on va marcher un petit peu à côté de son cheval. Histoire de qu'il se détend, on va désangler d'un trou, pas trop non plus. On va enlever le filet, on va enlever le mort qu'il y a dans sa bouche. Et on va le laisser un petit peu tranquille. Il se détend aussi comme nous. Et en marchant à côté, ça remet, ça redescend. Et là, on va le rentrer, arriver à l'écurie, on enlève la selle, on va toucher les membres pour détendre les tendons. Et après, ils vont boire un peu d'eau. Et là, comment ça se passe quand vous arrivez dans la randonnée? C'est vous qui douchez tous les chevaux ou c'est un petit peu chacun s'occupe de son cheval? Chacun s'occupe de son cheval. C'est important, comme ils ont monté tous ces 3 jours, donc il faut aller jusqu'au bout et s'occuper de son cheval jusqu'au dernier. Voilà. C'est un juste retour. Ok, donc Ça range le matériel, chaque chose à sa place? Ouais. Les licoles, les filets ici, les selles ici. Scratch, c'est le chat de l'écurie. Depuis étant petit, m'avait 8 ans, même un petit peu plus jeune, m'a toujours rêvé le cheval. Mais les parents n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, ils travaillent, on a les moyens, ils en profitent. Il me fait plaisir, moi. La case, on ramène notre bardage là alors? Voilà, on ramène toute cette là a été utile pour nous. Le matelas, l'oreiller, les oreillers, voilà. On passe quand même 4 temps sur un cheval, sans arrêter. Finalement, c'est les fesses qui prennent le plus, pas le dos? Non, le dos, non. J'avais un problème de dos. Depuis que j'ai commencé le cheval, on va dire que c'est... Honnêtement, j'ai plus de problème. Ça muscle le dos, ça c'est sûr ça. Oui, ça muscle le dos, le cheval, et pas seulement, ça fait plaisir, parce que lorsqu'on est en randonnée, eh bien, on a des paysages. Est-ce que sur le plateau, à part bien sûr M. Françoise, est-ce que l'un de vous a déjà fait de l'équitation?
Moi, j'ai fait un peu d'équitation, Je suis monté une fois à cheval sur un poney. Bon, ça compte pas vraiment. J'étais encore tout petit, et c'était une petite balade comme ça. Mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Là, quand je vois les images, ça donne envie en fait. C'est de faire un peu le cow-boy, quoi. Et pourquoi pas un spectacle de danse en pleine nature, parce que vous savez, il y a des artistes qui invitent maintenant à des représentations dans un lieu de randonnée. Par exemple, on marche une demi-heure, 3/4 d'heure, et le spectacle se passe là. Pourquoi pas un spectacle de danse autour du cheval? Ah oui, ça serait génial. Pouvoir faire intervenir les animaux dans le spectacle, bon, en respectant bien sûr le bien-être des animaux. Mais danser dans une carrière, si vous n'êtes pas cavalier vous-même, et utiliser la compétence de Monsieur Françoise qui passerait à cheval derrière, ou d'autres cavalières, des enfants, pourquoi pas ce mélange? C'est aussi peut-être l'occasion d'intégrer des gens du handicap dans ce spectacle. On peut y réfléchir. Ouais, ça serait génial. Alors Madame Cuge, est-ce que vous avez déjà été sur des chevaux? Alors oui, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie. J'en ai gardé des souvenirs un peu particuliers, mais j'aime énormément les animaux. Donc le contact avec le cheval, c'est quelque chose de formidable. Donc j'ai toujours grand plaisir à aller dans les écuries. À monter, j'ai peut-être pas forcément eu la chance d'avoir quelqu'un qui, comme vous, je l'ai vu dans le reportage, a cette passion et va tout faire pour que du coup la personne qui monte se sente bien. Moi, ce que j'ai trouvé formidable dans le reportage, et j'y fais toujours très attention, c'est l'émotion. C'est le sourire. Je me dis, au bout de 3 jours, les personnes devaient être fatiguées, mais il y avait un tel sourire d'épanouissement sur leur visage que du coup, on se dit, mais ils ont vécu une aventure et une expérience incroyable. Ouais, c'est clair. Oui. Monsieur Françoise, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai que c'est important. Donc, les gens, quand ils montent même fatigués, même sur 3 jours, même sur 4 jours, c'est tout ce qu'on fait dans la rando, on va dire le galop, enfin l'amusement, c'est ce qu'il y a. C'est vrai que c'est une chose que je vois toutes les randos, presque toutes les randos comme ça. Vous voyez tout le temps comme ça. Ouais. Et ce regard qui brille, il n'y a pas que ceux qui sont à cheval. C'est vrai que j'ai retrouvé le contact du cheval. Pendant plus de 10 ans, je n'avais pas été près d'un cheval. Ça a rappelé des émotions, du plaisir. Et vous allez me confirmer ou pas, parce que j'en faisais il y a peut-être 15-20 ans, un petit peu du côté du tampon. Et même quand je passais à cheval, jamais je n'ai vu un gamin ne pas avoir le sourire, juste en nous regardant passer. Alors je m'arrêtais, bien sûr, ils s'arrêtaient, ils venaient caresser le cheval, le temps de se mettre en confiance, parce qu'ils ont peur, parfois ils ne sont jamais vus. Mais ça a toujours provoqué, même chez la personne qui ne fait que voir passer le cheval, un sourire, une émotion. C'est vrai que aux yeux des enfants ou même des grands, ils ont le plaisir, ils ont envie aussi de monter sur le dos d'un cheval parce qu'ils n'ont pas, des fois, pas le moyen ou pas l'occasion. Mais après, c'est le cheval en lui-même, quand il est... Tout dépend des chevaux, parce que tu as des chevaux de rando où c'est très calme, où c'est très accueillant, on va dire. Et donc, du coup, les gens, ils ont envie tout de suite de toucher, même. Des fois, ils courent même derrière. Donc mais c'est pour ça qu'on fait de la rando, qu'on fait de la balade, pour justement à accueillir tout ce petit monde-là, pour qu'ils voient... C'est votre dose quotidienne de bien-être à vous. Moi, j'ai commencé le cheval à 26 ans, pas tout petit. Les enfants, ils ont eu l'occasion de naître dedans. Et avant ça, je regardais le cheval. Ça me disait pas grand-chose. C'était peut-être parce que c'était inaccessible, ça vous paraissait cher et impossible. Et puis oui, c'était ça aussi. Et même c'est pour ça que je garde ce souvenir-là la première fois que j'ai
j'ai vu des gens à cheval. Lundi, moi, je travaillais. Et puis, je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de... Ils travaillent pas, ils montent à cheval. Et je me suis retrouvé la semaine après sur le dos du cheval. Et ça, c'est un souvenir que... Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça se peut? Mais c'est venu comme ça. Et je peux vous dire qu'on a quand on est débutant, on monte à cheval très tard. On ressent ce que les gens, quand ils viennent pour la première fois, on ressent vraiment cette peur. Et là, on a envie, on a besoin de leur montrer vraiment que c'est agréable. Il faut y aller, et c'est ça. C'est comme ça. C'est un moment dans l'instant. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Oubliez les soucis, on ne pense pas à ce qu'on va faire demain. C'est profiter du moment, vivre pleinement. Et puis vous en parlez avec passion, c'est formidable. On a parlé la semaine dernière d'équithérapie, d'occasion. On a parlé du handicap, et bien évidemment, le cheval est magique pour tout le monde. Peut-être qu'on est tous avec un handicap dont on n'est pas conscient, je ne sais pas. Mais en tout cas, personne n'approche un cheval sans avoir une émotion. Emmeline Lod, quelqu'un disait, pour ne pas le citer, Serre, c'est un caricaturiste pour les sportifs, qui disait « Lorsque le cavalier sera capable de porter son cheval, à ce moment-là, on dira que c'est du sport. » Alors, très bonne remarque pour ceux qui pensent que uniquement courir ou taper dans un ballon est du sport. Donc on peut parler aussi d'activité physique, mais c'est vrai que comme on a pu le voir, rien que de dire que l'équitation va nous aider à améliorer notre mal de dos, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut effectivement dire que c'est de l'activité physique. C'est de l'activité physique, effectivement. Et puis, lors d'une randonnée... il y a des moments où peut-être que le cavalier marche aussi pour pouvoir détendre le cheval. Il faut quand même être physique. Tout à fait. Donc, il ne faut pas penser que être sur le cheval. C'est important de marcher à côté. C'est la 4e allure qu'on dit. Parce que souvent, on sait monter dessus, on sait faire du pas, on sait faire du trot, du galop. Et quand on est à côté du cheval, on ne sait pas marcher, soit on se fait marcher dessus. Donc c'est important de marcher, d'apprendre à marcher à côté de son cheval et puis de soulager sa monture. Et on a toujours dit qui soulage sa monture va très loin. Et ça, c'est important. Alors, je vais vous faire une confidence. J'en avais pas parlé avec votre fils qui était venu la semaine dernière. D'ailleurs, on le salue. Je suppose que là, il est en cours d'équitation. Tout à fait. C'est comme c'est ça, le samedi, c'est sa journée où il y a beaucoup de jeunes, d'élèves qui viennent pour apprendre. Donc voilà. Donc c'est son jour à lui. En tout cas, on le salue avec la cavalière qui était venue avec lui. Et je vais vous partager un petit souvenir. Mon premier salaire, ou en tout cas mes premiers salaires, eh bien j'avais acheté 2 chevaux. Comme vous dites, c'était pour moi inaccessible, venant d'une famille modeste ou d'agriculteurs, où l'équitation, dans ma vision, était réservée aux gens qui avaient des sous, qui avaient les moyens d'aller en club. Et il n'y avait pas encore ce monde équestre aussi développé du côté agricole, du tourisme équestre. C'était les clubs, la carrière. Et donc j'ai acheté 2 chevaux. Et ça fait de cela à peu près 25 ans. Et ça a été un plaisir de retrouver ce monde. Et je vous en remercie. J'aimerais un jour vraiment venir sur une balade et me remettre. Ça m'a donné envie. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir. Je vous invite sur une rando. Quels sont les différents parcours que vous faites? Toute l'île. Alors moi, je fais le volcan, donc découverte du volcan, Saint-Philippe, donc la forêt de Marlon, le Sud Sauvage qu'on a vu tout à l'heure. Et à proximité, on a la Grand'Anse, on a Grand-Bois, la plage de Grand-Bois. Et c'est accessible, c'est bien. Et après, on fait les temps salés, on fait l'ouest, la Donc ça, c'est des balades, je veux dire, à la journée. Voilà, tout à fait. Quelqu'un qui se dit, tiens, ils ont réussi à me convaincre, je vais aller essayer, comme on a dit tout à l'heure avec ces différentes pratiques. Il veut faire une balade d'1 heure, 1 heure et demie, parce qu'il ne sait pas s'il va aimer. Il est débutant, il n'en a jamais fait. Ça lui coûterait combien? Et est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible, tout à fait. Donc, on a des balades à proximité de l'écurie, qui est en forêt. Sur 1 heure, ça a un coût entre 25 et 38 euros en fonction des horaires.
Et après, vous avez aussi des balades de demi-journée qu'on peut faire autour de l'écurie ou partir de la plage, de la mer jusqu'aux montagnes. Et si on est, par exemple, je dirais, allez, on est 2 cavaliers, est-ce qu'on peut venir que à 2 parce que vous n'avez pas toute une équipe? On fait comment? On vous appelle? J'appelle le vendredi, je dis, Monsieur Françoise, dimanche, j'aimerais bien faire l'équitation. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il faut réserver longtemps? C'est possible. Pas forcément. Les vacances, c'est un peu plus en avance, mais je veux dire, ça arrive, on peut le faire sans problème. Surtout sur les balades d'1 heure ou 1h30, c'est pas forcément avoir beaucoup de jours de tous les réservation. week-ends. Voilà. Les week-ends, on peut le faire en fonction de. Écoutez, moi je retiens l'invitation de venir sur une randonnée. Vous avez parlé de plusieurs. Il y a un coin que j'aime beaucoup, c'est Grand-Anse. Si vous faites un jour une randonnée du côté de Grand-Anse, appelez-moi et je viens même vous faire un reportage. Eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir. Et cette fois-ci, je serai à cheval, j'essaierai. Eh bien, il n'y a pas de problème. ça va vous faire repenser quand vous étiez à cheval avant. Oui, Voilà. et ça me rappellera ma jeunesse à l'époque où mes cheveux étaient encore longs et ils n'étaient pas blancs. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Nous allons partir maintenant vers le côté de la danse, une autre pratique où, bien sûr, le corps, le dos est encore sollicité. Et pour cette danse, nous allons voir un petit peu différentes choses qui se passent du côté de la Cité des Arts. C'était Cité des Arts by Night, avec un focus particulier sur une compétition, une battle de danse qui est organisée par David Fontenot, c'est ça? Oui, David Fontenot qui a organisé le battle Improvination. Le battle s'appelle Improvination. David Fontenot qui est aussi connu sous le nom de B-Boy Inspector. Donc, dans le monde de la danse, on a tous ce qu'on appelle un blaze. Donc moi, mon blaze, c'est Floby. Mon vrai prénom, c'est Florent. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Le battle Improvination, en fait, le concept, c'est juste de l'improvisation avec n'importe quel style de danse. Donc, il n'y a pas de style de danse bien précis. C'est pas juste du hip-hop, du classique. On peut venir avec du classique. Exactement. Classique, contemporain, moderne. Vous venez avec vos bagages, hein, peu importe lesquels. Et on danse sur des musiques qui sont pas forcément celles auxquelles on s'y attend. Donc on peut danser sur des musiques électro, on peut danser sur des classiques, du contemporain, du moderne, on peut danser aussi sur de la cappella. On peut être carrément à contre-temps. Ah oui, justement, sur le reportage, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est cette capacité des danseurs à s'adapter, en tout cas faire du spectacle, par exemple avec des musiques créoles. On a eu aussi quelqu'un qui a été marquant pour moi, le Fonkeris, que l'on trouvera dans le reportage. On en reparle juste après les images. Dans son enceinte, en ce moment, on y parle de l'Anthropocène, de Yasmine Atoumane. Et un message à décoder. Passer et croiser différents artistes. Florence Boyer, de la compagnie Amaillage pour son spectacle Démaillé. David Fontenot de la compagnie L'Écolocor, que l'on retrouvera pour une battle. Alors on applaudit. Et Floby, premier battle, Floby Astrid. Donc c'est un seul passage pour les 8, pour les quarts, demi et finale. Pour les demi, il va y avoir une contrainte. Et pour la finale, il va y avoir une contrainte. C'est cadeau en cours de route. Floby. Oh oui, super, comme d'habitude, improvisation, c'est un des meilleurs battles qui existent à La Réunion. On est libre de faire ce qu'on veut, on improvise, on a du son et on se fait plaisir, c'est un partage. La réponse, Mikey. Let's go. Spectacle vivant, on réagit.
c'est ça qui est très difficile avec l'Improvination, c'est qu'à chaque fois, nous avons des gens, des talents qui viennent. Il y a un vivier extraordinaire à La Réunion. Et c'est toujours des finales avant la finale, comme on dit. Tellement magique. On vit des moments uniques. Et le concept que David Fontenot il a fait de B-Boy Inspector, il est extraordinaire. Ah ouais, c'est un tout en fait. C'est toutes les techniques qu'il a réussi à employer, mais qui sont devenues juste un vocabulaire de ce qu'il a exprimé. Et il a réussi à se poser sur la voix. Si la terre moins l'aîné, aime l'amour papa maman, lui l'a donné. Lino Mérion. Doucement, puis doucement. Alchimia, changez d'état, alchimia. Très rythmé, des voix à l'intérieur d'une seule parabole. Ta respiration. Azawal, c'est pas lui qui les a suivis, même s'il ressent les danseurs, mais il a réussi à anticiper les choses, tout comme Anso avant. Hein. Mais il a réussi à poser les choses au niveau des sons et changer de personnage, faire évoluer son histoire. Donc il nous a raconté. Et ça, c'est magique. Sur les paroles du Funkaiser Azawa. Floby, vainqueur de cette finale de battle. Alors, tu t'y attendais? Tu t'es préparé comment? Non, je m'y attendais pas du tout et je m'étais pas vraiment préparé. En dehors de la reprise, ça faisait quand même pas mal d'années que j'avais lâché la danse et là je me suis remis dedans. Donc c'est une sacrée surprise pour moi. Si vous aviez un coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, ça aurait été Lisa. Il entend sa propre musique dans sa tête. C'est ça. Mais pourtant, il est complètement dans la musique. On dirait que c'est lui qui la sort, la musique. Battle qui demande de se renouveler, de se mettre en danger, de prendre des risques. Et là, on a eu du beau spectacle et c'est magique. Je suis Bels et dans ce bien-être, les loisirs et la santé, nous accueillons deux nouveaux invités. Notre maître chocolatier, Monsieur Técher. Bonjour. Michael Técher, pâtissier, chocolatier, boulanger. Maître chocolatier, j'insiste parce que ce titre n'est pas galvaudé. On le verra dans le reportage, il est largement mérité. Nous accueillons aussi une habituée, notre chroniqueuse habituelle, Oumi Mogne Hamza. Oui, bonjour. Ravi de vous rejoindre. Alors, nous allons revenir sur le reportage. Sur ce reportage, à la fin, vous disiez, mon coup de cœur, c'était Anne-Flo. Anso, pardon. Alors en fait, oui, et puis sur le reportage, on voit que je dis Lisa. Bon, je me suis un peu embrouillé dans mes trucs, mais c'était les émotions. Ouais, les émotions, mais en fait, j'ai beaucoup aimé les deux danseuses parce qu'elles sont respectables. Donc, franchement, déjà un gros big up à elles. Lisa, j'aime beaucoup. Enfin, c'était mon coup de cœur parce que quand je suis passé face à elle, moi, j'estimais que c'était à elle de prendre la main sur le battle, on va dire. Donc c'était à elle de gagner. Et pourtant, c'était votre premier défi, c'était même pas encore les demi ou les quarts finales. Là, on était en demi. On était en demi et il y avait une contrainte qui a été mise en place, c'était musique 100% locale. Donc là, on était sur des musiques 100%. Personne ne le savait avant la compétition. Non, on savait qu'il allait y avoir des contraintes, mais on savait pas jusqu'au moment T, on va dire. Ça, c'est la magie de David Fontenot. Ouais. Redonnez-moi son nom, je ne le connaissais pas. David son Fontenot, nom c'est inspecteur. B-Boy inspecteur. B-Boy inspecteur. Ouais, B-Boy parce que B-Boy c'est pour Breaker Boy. Donc il vient du monde du breakdance. Donc tous les danseurs de breakdance commencent par B-Boy quelque chose. Moi avant c'était B-Boy flow. Ensuite j'ai lâché un peu ce côté break uniquement pour me consacrer au côté créatif. Oui, David Fontenot, qui est du côté de la Cité des Arts en résidence. Oui. Et qui aussi a le mérite de beaucoup s'investir auprès des jeunes. Si je ne me trompe pas, il donne des cours de danse quelque part? Je sais avant qu'il donnait des cours du côté de la Cité des Arts, parce que moi-même j'en ai pris avec lui en moderne. Et je sais que maintenant il donne des cours du côté de la fac, si je dis pas de bêtises.
Mais alors, je Alors, sais qu'il est-ce que continue à quelqu'un donner sur des le cours. plateau a l'information où monsieur B-Boy inspecteur donnerait ses cours de danse? Oui, moi je peux vous répondre parce que j'ai mes enfants qui pratiquent avec lui, donc du côté de la Bretagne. Ah, ben perdu, c'est pas la Et alors, fac, hein. justement, qu'apporte la danse pour les enfants, Madame Cuche? Ah ben, un épanouissement, une découverte de son corps, de ses limites. La danse, comme toute activité physique, apporte beaucoup dans la construction de l'enfant. Les enfants qui, par exemple, auraient un handicap, est-ce qu'ils peuvent... quels sont les handicaps pour lesquels la danse est particulièrement pertinente? Quelqu'un qui a une dyspraxie, par exemple, parce que ça demande beaucoup de coordination. Oui, mais à partir du... Ce qu'il y a de particulier dans la danse, c'est la musique. Et donc, il y a déjà quelque chose qui parle au corps. Et ça, je vais me tourner vers vous après, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose qui parle au corps par la musique. Et donc après, même si du fait d'un handicap, il n'y a peut-être pas forcément la possibilité de pouvoir suivre une chorégraphie, par exemple, mais il y a déjà quelque chose qui va se passer dans le corps avec la musique qui sera déjà épanouissant. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, ben moi déjà, quand je danse, je me dis pas je vais faire ce mouvement pour faire un mouvement. En fait, je vais écouter d'abord la musique et je vais ressentir la musique dans mon corps. Un peu comme une onde, comme si la musique était une onde qui va aller se propager dans mon corps et va me guider, on va dire, sur ma danse, sur ma performance. Et ça peut enchaîner sur des mouvements techniques comme des mouvements intérieurs. Donc c'est pour ça que le côté Jim Tao m'avait un peu touché parce que c'est un peu ce que moi je ressens quand je danse. C'est vraiment des ressentis à l'intérieur. Et dans les images de ce que Susu Nikita a dit, quand elle disait que j'écoutais, que je faisais mon propre rythme, c'était un peu vrai, mais aussi faux. Mais à ce moment-là, j'étais ailleurs. Alors, Susu Nikita, puisque vous m'en parlez, est une danseuse qui a l'occasion de voyager grâce à sa danse. Elle est la fondatrice d'Abstract Family. Elle a été plusieurs fois à La Réunion dans différentes compétitions en tant que jury. Elle aime La Réunion et elle dit que le niveau est bon à La Réunion. Pourtant, elle a une renommée mondiale. Ah oui, elle a une énorme renommée, surtout que si elle... La créatrice du style de moderne abstract qui mélange un peu le côté moderne, la danse moderne et les arts martiaux. Donc déjà c'est vraiment respectable comme ah oui, en plus comme elle a style. Le profil avec elle a le profil avec le crâne rasé, on croirait presque un bonze, une nonne. Tout à fait. Après elle a fait un travail formidable et de dire que à La Réunion, le niveau, il est bon. C'est génial pour nous. C'est génial parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui pensent comme elle. Et il y en a qui pensent différemment. Et c'est... Moi, en tout cas, je ne suis pas spécialiste, mais je peux vous dire qu'en termes d'émotion, j'ai été touché. Par exemple, on a vu le vainqueur de l'année dernière. Lino Marion. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, j'ai pleuré un spectacle qu'il donnait. J'ai pleuré parce qu'il m'avait touché à une émotion incroyable. Je ne vais pas m'épancher aujourd'hui, bien que j'ai une psychologue à ma droite. Mais... Je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, il m'avait touché. La danse peut toucher. Vous, Michael, dites-moi, quand vous voyez ce spectacle-là, est-ce que ça évoque une pratique sportive personnelle? Ça évoque quelque chose? Ça vous touche? Oui, tout à fait. La danse... dans mon métier, on n'a pas forcément le temps d'aller faire de la danse, quoique un peu plus jeune, même un peu plus vieux aussi, les samedis soirs, je partais danser en boîte de nuit. C'est peut-être pas la même chose, mais c'est une autre façon de se défouler et de pratiquer quelque chose. Faire autre chose et surtout se libérer un peu, comme on dit, ça libère. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais c'est vrai que voir des gens danser comme ça, bon, c'est peut-être pas la même chose. Il y a des émissions comme Danse avec les stars où
ou quand on voit des gens danser, je trouve que c'est très artistique. Bon, c'est de l'art, bien entendu, et il y a des danses qui sont touchantes, effectivement. Alors, dans la pratique des arts, lorsque j'étais venu vous voir, vous me confiez que vous aviez pratiqué à une époque du karaté? Oui, effectivement. J'ai commencé, j'ai plus exactement l'âge, mais je pense que c'était vers 10-12 ans. J'ai dû faire entre 12 et 15 ans de karaté, ce qui m'a permis de m'épanouir sur pas mal de choses. Hein. C'est le sport, les arts martiaux. Je regrette un peu d'avoir arrêté parce que bon, par rapport à mon métier qui me mobilise beaucoup de temps. Et puis bon, je peux plus le faire, mais c'est vrai que c'était un sport que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, quand j'ai le temps, je regarde toujours un film d'arts martiaux. Bon, en ce moment, c'est Ip Man. Ah ouais. Oui, c'est une très bonne référence. Donc voilà. Alors, quoi. Vous parlez d'Ip Man, nous aurons l'occasion de faire une émission spéciale sur les arts martiaux. Et juste une petite parenthèse. Est-ce que vous savez qu'à La Réunion, vous avez quelqu'un qui a eu comme professeur l'un des assistants de Ip Man, qui lui-même a donné des cours à Bruce Lee. D'accord. Et qui disait de lui qu'il était meilleur que Bruce Lee peut-être. Ce monsieur était venu à La Réunion, hein. Il s'appelle Sifu Lomankam. Et en anglais, si j'ai bien compris, parce que je ne parle pas chinois, je lui ai posé la question et il m'a dit certainement que celui-là était meilleur que Bruce Lee. On le trouvera dans l'un de nos reportages bientôt. En tout cas, Oumimogne, vous, la danse, est-ce que vous avez eu l'occasion de pratiquer? Et quel type de danse? Complètement, et je suis passionnée de voir des gens qui en ont fait leur pratique, parce que j'aurais pu, si j'avais eu les encouragements, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire, et je suis ravie. Donc quand on parle d'épanouissement, malgré que j'ai pas continué là-dedans, parce que à l'époque où dans ma famille c'était pas quelque chose de vu de valorisant, malheureusement. C'est quelqu'un qui, quand il danse, c'est qu'il est en train de gaspiller du temps, c'est ça? C'est ça, il faut faire des études, etc. Et j'ai continué la partie épanouissement. Donc et de voir mon fils aujourd'hui qui bouge avec des mouvements sans avoir appris encore, il a que 4 ans, avec des mouvements un petit peu mouringue, un peu où il a le mouvement, et je me dis waouh, cet épanouissement passe quelque part et il n'est pas perdu. Donc il y a deux choses que tout peuple de tout temps a toujours fait, c'est chanter et danser. Oui. Et tout à l'heure, quand vous en parliez, ce qui m'est venu en tête, c'est que c'est un langage. Et moi, j'ai la possibilité, dans ma pratique professionnelle, d'intervenir auprès d'enfants déficients intellectuels. Et là où la compréhension verbale, l'expression orale leur manque, je me dis qu'une pratique comme la danse peut leur permettre d'exprimer tellement de choses. Et si je peux rajouter, quand il parle de vibrations, en fait, c'est vraiment ça. C'est entre le chant et donc les vibrations, en fait, entre le son et ce que les cellules du corps peuvent répondre. Enfin, c'est vraiment la transe. Et est-ce que vous auriez des conseils culinaires spécifiquement pour des danseurs, par exemple? Après, c'est une pratique qui dépense beaucoup, donc peut-être on peut travailler sur un gâteau au chocolat adapté. C'est un peu lourd le chocolat. Justement, peut-être qu'il faudrait apprendre à le doser. Comment vous mangez, par exemple, en préparation? Est-ce que le jour d'une compétition, on mange normalement? En général, je mange pas beaucoup avant, moi, parce que justement, je veux pas avoir l'estomac trop lourd. Parce que je veux pas avoir de crampes ou autre, donc en général je me limite à quelques fruits, une banane, ou je garde toujours des mandarines avant, pendant et après, en cas de petit coup dur de sucre, on va dire. Donc comme ça me redonne un petit boost, et voilà, c'est tout ce que j'ai comme alimentation avant un battle. Et juste après, du coup, les repas, est-ce que vous avez après justement l'activité, parce qu'effectivement il y a la notion de l'estomac qui a pas besoin d'être trop plein pour plein de raisons qu'on comprend, mais justement après pour la récupération, puisqu'au niveau du sucre, là ce que vous dites c'est très bien, on a besoin d'apport de sucre assez rapide, et puis pour après, est-ce que vous avez des choses que vous avez mis en place
pour vous alimenter correctement? J'ai pas de régime particulier. Après, bon, je mange comme de manière tout normale, créole, hein, on oui. va dire, de riz, de grains, curry. Un repas complet, Un voilà. repas complet avec des légumes, de la salade, Très bien. des haricots verts, etc. Donc, Alors, nous allons maintenant parler d'une façon de manger, le chocolat. Oui, ben, moi je peux vous suggérer de manger du chocolat, mais du bon chocolat, du chocolat noir, Et juste après les... Alors, après regardons le sport, l'image. c'est très bien. Donc, nous allons avoir les images d'un reportage sur le chocolat. Bonjour, moi je suis pâtissier, boulanger et chocolatier depuis 32 ans à peu près. Alors, justement, on a un sujet sur le chocolat. Et on va voir plus un chocolat simple, bon, bio. Ah ben allons-y, je vous suis. Allez-y, rentrez, oui, c'est le labo chocolat. Préparation que à mon sens, on est les seuls à le faire actuellement. D'accord, c'est un dérivé, on va dire, l'idée est venue du collodent pistache, d'accord, qui est connu de toute la Réunion, bien entendu, depuis des années. Moi, je pense que c'est effectivement le chocolat noir. Moi, je ne jure que par le chocolat noir. On en fait un petit peu au chocolat au lait pour faire plaisir, bien sûr, à d'autres personnes. Mais le but, c'est de faire manger du chocolat noir à tout le monde. Chocolat noir, c'est 70% de cacao. Ça veut dire il y a 70% de pâte de cacao à l'intérieur et il n'y a que 30% de sucre. Le chocolat au lait, c'est une variante avec donc 30% de cacao. Il y a du lait à l'intérieur et du sucre. Écoutez, il y a un pourcentage effectivement de beurre de cacao, mais le beurre de cacao en lui-même n'est pas un produit nocif, c'est un très bon produit. C'est le sucre, donc il vaut mieux privilégier un chocolat noir de 70% qu'un chocolat au lait. Et d'ailleurs, au niveau du goût, il est beaucoup plus prononcé. Une fonte à 45 degrés, ensuite on va la refroidir, on va la faire descendre jusqu'à à peu près entre 24 et 26 degrés. Et ensuite, on va la faire remonter et la température de travail du chocolat noir, on va dire entre 30 et 31 degrés. Donc voilà, au toucher, même au visuel, je sais que si c'est bien ou c'est pas bien. Cette étape permet effectivement la cristallisation du chocolat. Sur une recette, vous pouvez avoir 10 000 façons de faire. Les résultats ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est au goût de chacun, à l'appréciation de chaque professionnel qui va donner un résultat que lui, il veut donner. Ensuite, on a un cadre, on a nos cacahuètes qui sont grillées, grillées toujours à cœur bien entendu, et selon ce qu'on a désiré comme torréfaction, d'accord ? Alors, pour rappel, c'est du criollo, un cacao un peu plus rare. Là, c'est vraiment artisanal. Hein. Alors, c'est à la louche, c'est pas une machine. C'est de l'artisanal. Hein, Après, bon, ben, il faut le voir, les quantités, le toucher. C'est ça que j'aime dans ce métier. Vous ressemblez, quand vous faites ça, finalement, à un maître zen ou à un maître athée dont chaque geste est précis, il est mesuré. On ne peut pas se tromper, et le chocolat, c'est un produit noble, c'est un produit qui coûte cher, c'est un produit qui mérite une attention particulière. Mais c'est vraiment un produit luxueux qui mérite d'être respecté, on va dire. Écoutez, là on va le prendre, on va le mettre dans l'échelle et on va le laisser cristalliser tranquillement. Combien de temps ? Bon, il va cristalliser en une dizaine de minutes. Donc on travaille dans une ambiance climatisée. Il faut qu'elle soit au moins à 17-18 degrés en termes de froid pour que la cristallisation se fasse bien.
Alors ensuite, en termes de support, on va dire que le meilleur du support, ça serait sur les grilles. L'intérêt, c'est de respecter effectivement la courbe de température vraiment au degré près pour qu'elle soit brillante en apparence. C'est ce qui va faire que le chocolat, il sera beau, quoi. Là, une première vue, on va le manger avec les yeux. Ensuite, on va manger avec la bouche, si on peut dire ça ainsi. Il a bien cristallisé, il est même brillant comme on veut, comme j'ai décidé, d'accord? Et donc là, je l'ai décadré. Et maintenant, on va le casser en pavé pour ensuite le mettre en sachet. Voilà. Donc là, hop. On va peser notre chocolat. On va les mettre en la pesée de 100 grammes. Hein. Voilà. Plus possible en plaque. En plaque. Les enfants vont se prendre un plaisir également à pouvoir casser leur pavé de chocolat chez eux. Voilà. Écoutez, maintenant, voilà, moi je vous invite à pouvoir goûter et apprécier ce chocolat. Bon, en tout cas, nous devons rendre l'antenne. On remercie nos invités de leur gentillesse, de leur patience et surtout de leur bienveillance parce que dans cette émission, le maître mot doit être bien-être et derrière bien-être, il y a bienveillance tant dans les loisirs que pour la santé. À bientôt. Ils sont comme moi, ils sont très comme moi.